Salut, moi c'est Mathieu. Après des années arrivé du Japon, j'ai enfin passé 6 semaines là-bas. Entre choc des cultures, rencontres inoubliables et découvertes, j'ai tout filmé. Si le Japon t'intrigue ou si tu prépares un voyage, abonne-toi, ce vlog est fait pour toi. L'épisode 1 regroupe les 10 premiers jours que j'ai passés avec un ami avant de poursuivre en solo. C'est parti. C'est parti pour le grand voyage, mais avant d'aller au Japon, il faut aller à Paris. Et mon train a déjà 1h30 de retard, ça commence bien. Bon, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps là. J'ai extrêmement peu dormi dans l'avion. Sortir de l'aéroport, c'est très compliqué. Il faut faire beaucoup de formulaires. Et là, j'arrive pas à activer ma eSIM, donc j'ai pas internet. Donc on va se prendre un petit truc. On va se poser, être reposé. Bon, bah, pas de café puisque les superbes machines n'acceptent pas la carte bancaire et n'acceptent que les billets de 1000 yens. Et moi, j'ai que 3 billets de 5000 yens. Donc je suis riche et je ne peux rien acheter. C'est triste. Ah, c'est triste. Bon, je pense sans exagérer que ça fait au moins 1 heure que je suis dans l'aéroport à essayer d'installer ma eSIM. J'y suis pas arrivé. Après 3/4 d'heure à m'exaspérer sur ce que j'avais choisi à la base, j'ai essayé Holafly. Eux, c'était simple parce qu'ils avaient juste un QR code à scanner pour réussir à installer. Sauf qu'avec mon téléphone, je ne peux pas scanner un QR code qui est sur mon téléphone. Donc je demande à une nana qui est à côté de moi si elle peut prendre mon QR code en photo pour que je puisse le scanner derrière sur son téléphone. Et au lieu d'ouvrir son appareil photo, elle utilise son scanner. Donc en fait, elle scanne mon QR code pour installer ma eSIM. Mais on a réussi à annuler le truc, donc ça y est, ma eSIM fonctionne. Il fait tellement chaud qu'il y a des vaporisateurs en sortant. Alors je suis pas encore arrivé, mais je fais une petite pause parce que là je suis vraiment HS. Je vais prendre juste le temps de boire un petit café frais, bien frais, parce qu'il fait chaud là, il fait 31 degrés. En plus la vue est plutôt sympa. Il me reste 4 stations à faire dans une autre ligne de train. Quand j'ai pris le train au début, donc j'ai eu un ticket de train. Et donc le ticket, heureusement que je l'ai gardé parce que c'est pas en cas de contrôle, c'est que pour sortir, t'en as besoin. Donc là, je suis à Tongachaya. Je vais prendre la Sakaisuji Line, donc la marron, et je vais jusqu'à Nagahoribashi. Donc en fait, il faut que je prenne un ticket à 240 yens. Que du coup il n'y a aucun ticket qui tombe par terre puisque tu es obligé de l'avoir pour sortir et qu'après tu le récupères pas. Donc ça c'est cool. Bah voilà, je suis à Osaka. Ça fait littéralement 10 minutes que je marche. Je suis nage. Vending machine, vending machine, vending machine, vending machine. Il y a l'air d'en avoir vraiment partout. Oh, il y a la clim, ça fait trop du bien. Je viens de voir un japonais tatoué qui se cache pas, donc depuis tout à l'heure je me cache. On va tester de se découvrir un peu et on va voir le regard des gens. Deux choses. De 1, j'ai faim. Et de 2, qu'est-ce que ça sent bon dans les rues. Mais dès qu'on passe devant un resto, laisse tomber les odeurs, comment ça sent trop bon. Ouais, j'avais pas encore compris que ça, c'était le nombre de pièces de 100 yens qu'il fallait mettre dans le gashapon pour que ça fonctionne. Cette première journée à Osaka m'a fait l'effet de débarquer sur une autre planète. J'avais 2 tensions avec le jet lag et j'ai vraiment dû réapprendre tous les fondamentaux du fonctionnement des toilettes à comment prendre les transports en commun. Une poignée d'heures suffit à comprendre que tout ce qu'on connaît est déjà là, mais que tout fonctionne un peu différemment et on passe son temps à se demander qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi c'est là, comment ça marche.
faire une expérience. Il y a différentes brochettes, dont de la peau de poulet, du gésier, de la queue de poulet et il y a du cœur de poulet. Moi je vais goûter un peu de tout et c'est parti pour les expériences cheloues du Japon. Voilà, il fallait bien que ça commence jour 1, après avoir très peu mangé dans la journée. Ça c'est du cœur. Sachez que ça me dégoûte les organes. Alors, l'idée me dégoûte, mais le goût est bon. C'est plus l'idée d'avoir du cœur dans la bouche qui me dégoûte, mais en vrai, si je savais pas, c'est pas mal. Oh, là j'ai goûté la peau de poulet. C'est comme un chewing-gum que j'ai pas envie d'avaler. J'ai goûté à tout. Bizarrement le cartilage ça passe. Bizarrement le cœur ça passe. Par contre ça, c'est trop bon. On est pas mal chargé, mais tous les lockers sont pris. Ah oui, un peu partout au Japon, il y a des coin lockers qui sont des consignes à bagages. Il y en a de toutes les tailles, on en retrouve notamment dans les gares. J'ai une très grande valise et sa taille correspond à la plus grande taille des lockers qui sont proposés. J'ai regardé quasi à chaque fois et je n'ai jamais vu un seul locker grande taille disponible pour y mettre ma valise. Ils sont littéralement pris d'assaut dans les gares. Et finalement, on va à Kyoto tout de suite. Donc là, on va aller prendre un train avec le JR qui s'appelle le Thunderbird. Au Japon, il fait tellement chaud qu'on est régulièrement en train de s'essuyer. Donc j'ai acheté un petit mouchoir d'Aloma. C'est très pratique et il y a beaucoup de Japonais qui font ça. Donc on a fait du mimétisme. D'ailleurs, il y en a beaucoup avec un petit ventilateur et j'ai vu des vestes ventilo aussi. Je suis tombé amoureux de Kyoto dès que j'ai posé le pied hors de la gare. La ville nous fait vraiment remonter dans le temps avec ses rues bordées de maisons traditionnelles et à tendre l'oreille, on pourrait presque entendre chacune des histoires qu'elle nous raconte. Pour bien accentuer l'atmosphère de la période Edo, en plus, ma première visite de la ville a été le château de Nijo, qui a été construit en 1603, c'est-à-dire tout début de la période Edo, et qui a été construit par Tokugawa Ieyasu. Et je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais je vais jouer une véritable partie de cache-cache avec cet ancien shogun pendant tout le long de mon voyage au Japon. Fin de la deuxième journée, on s'est promené à vélo, c'était hyper sympa. Promenade à vélo alors qu'il fait super chaud et en réalité j'avais peur que ça nous fasse suer encore plus. En fait c'est tout le contraire, ça nous fait un petit vent, c'est hyper agréable. Je suis hyper fatigué parce que j'ai quasiment pas dormi en 40-48 heures là. Je pense que j'ai 4 ou 5 heures de sommeil, donc je pense que le décalage horaire est assez compliqué à gérer. Le jet lag est fort. Jour 3, il fait 35 degrés, ressenti 40 et il va peut-être y avoir de l'orage aujourd'hui. Kinkakuji, le palais d'or, j'ai hâte de voir ça depuis que je suis gosse, je suis trop content.
J'ai passé plusieurs années avec ce pavillon d'or en fond d'écran. Lui faire face après toutes ces années a été un instant symbolique du voyage. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre du jet lag et de nombreux moments jusqu'à maintenant m'ont paru plutôt abstraits et le pavillon d'or m'a enfin recalibré dans le réel. Je suis un fan de matcha. À chaque fois en France, quand on vend des trucs au matcha, ça n'a pas goût matcha, ça a juste la couleur. Là en Asie, je vais enfin pouvoir tester. Tadakimasu. Ça a vraiment le goût de matcha là, là vraiment easy bon. Putain c'est trop bon. J'adore. Pendant mon voyage, il y a un certain nombre de lieux que je n'ai pas eu l'impression de découvrir, mais plutôt de retrouver, tellement j'ai pu les voir et les revoir dans ma jeunesse. Par chance, Kiyomizu-dera n'en faisait pas partie, et quel bonheur de découvrir un temple pareil, surplombant Kyoto au soleil couchant. Du coup, on a mangé un okonomiyaki et il y avait tout ça dedans. C'était pas un truc à choisir genre quel goût on voulait, c'était tout en même temps à l'intérieur. Quand on regarde comme ça, on se dit mais ça va pas ensemble. Genre il y avait des crevettes, de la bonite, du bœuf, des sauces, un tout genre et tout ça, enfin plein de choses en même temps. Et en réalité, ça se marie extrêmement bien et c'était vraiment très bon. Ah, et dans ce restaurant, il y a une seule musique. Celle qu'on entend là, ça fait 1 heure qu'on l'entend en boucle et elle dure genre 3 minutes. Je l'ai entendue à peu près 25 fois. C'est un Yuzu Whisky Sour et c'est trop bon. C'est hyper acide et un peu sucré. Il y a un côté tarte au citron meringuée que j'aime bien. On a été dans ce bar vraiment au hasard et le serveur est trop sympa. Ça fait, je pense, 1h30, 2 heures qu'on parle avec lui. Il nous apprend des mots de japonais, on lui apprend des mots de français. On a bu de la bière japonaise, on a bu du whisky japonais avec du yuzu. Et là, on boit du saké et il nous a appris une phrase très importante en japonais qui est Wakawari kudasai, qui veut dire
Encore la même chose. On a passé, je pense, une des meilleures soirées au Japon qu'on pouvait passer. Le serveur était hyper sympa. Vraiment, on a passé un super moment. C'était trop cool. On est à côté d'un karaoké, mais là, c'est particulièrement faux quand même. Là, on sort d'un combini. Dans chaque combini, j'ai l'impression que tout est toujours placé différemment. Genre, il n'y a pas vraiment de logique. Et donc, du coup, à chaque fois, on se retrouve à chercher les onigiri ou des petits trucs tout prêts à manger. Et là, on ne trouvait pas. Juste au moment où on a fini de payer, on voit un japonais sortir avec un onigiri. Je suis allé lui demander où est-ce qu'il l'avait acheté. Et il est rentré avec moi dans le magasin. Il m'a accompagné jusqu'au coin des onigiri pour me montrer où c'était. Trop gentil. Du coup, je suis content parce que j'ai réussi à me faire comprendre en japonais. Au Japon, il n'y a rien côte à côte qui se ressemble. Il n'y a aucune logique architecturale. C'est ça que j'aime bien ici. On est passé à Gion hier soir pour voir un petit peu l'ambiance de nuit avec des lanternes éclairées et l'ambiance de nuit. Mais tout était fermé. On est revenu 2 jours pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait la journée. Mais tout est fermé. Donc en fait c'était peut-être pas des magasins. C'est un mélange d'habitation, de commerce et d'hôtel. Ça reste très sympa à faire. Mais on va pas y rester longtemps je pense. Du coup, j'ai loué un kimono. La nana m'a apprêté un peu rapidement. Elle m'a foutu en slip et elle m'a enkimoné. C'est assez agréable, mais elle a quand même vachement serré la ceinture. Je sais pas comment on appelle ça. On fait que des tout petits pas avec. J'avais envie de faire l'expérience, donc voilà, c'est fait. Et on va marcher un petit peu. Je vais pas le garder très longtemps. On a envie d'aller un peu plus loin et j'ai pas envie d'aller à l'autre bout de la ville comme ça en kimono. Yeah, so you eat Japanese? Une spécialité qu'on voit un peu partout à Kyoto, c'est des concombres marinés. Moi j'ai pris sésame et piment. On va tester. C'est bon. Là on est à la gare de Kyoto. On va aller chercher un ticket pour le Shinkansen de demain parce que la Ikoka Card ne fonctionne pas pour le Shinkansen. Ah, j'ouvre la parenthèse train pour ceux qui ne connaissent pas encore les transports en commun au Japon. J'ai voyagé avec une Ikoka Card achetée à Kyoto. Il en existe plein d'autres comme la Suica ou encore la Pasmo et ça permet de payer ses voyages de bus, de métro et certains trains où il n'y a besoin que d'un faire ticket. On peut même faire des petits achats dans les combini et elles se rechargent facilement en gare ou dans tous les combini, donc autant dire à chaque coin de rue. Ma Ikoka Card a fonctionné dans toutes les villes où j'ai été, de Tokyo jusqu'à Nagasaki, donc aucun problème avec ça. Par contre, certains trains nécessitent un ticket de train en plus du faire ticket, notamment les Limited Express, les Shinkansen et les trains où vous prenez des sièges réservés.
Je ne savais pas encore à ce moment-là du voyage, mais c'est vraiment pas la peine de s'y prendre à l'avance pour acheter un ticket, même un ticket de Shinkansen. Il y a plusieurs départs par heure et au maximum sans réserver mes billets. J'ai jamais attendu plus de 25 minutes à quai. Voilà, j'ai encore énormément de choses à dire sur les trains japonais, mais ce sera dans les prochaines vidéos. Pour le moment, je referme la parenthèse. On a une super belle vue sur la tour et la gare est assez immense. On va aller faire Fushimi Inari Taisha de nuit. Fushimi Inari Taisha, c'est le plus grand sanctuaire shinto du Japon et les sanctuaires dédiés à Inari, donc la déesse du riz, sont mes préférés. On les reconnaît très facilement parce qu'ils ont toujours ces tunnels de torii et ce sont les seuls à avoir des renards comme protecteurs devant les temples. Ceux qui me connaissent savent que je suis fan des kitsune et je trouve ces chemins de portail rouges absolument magnifiques. Celui-ci est le plus grand du Japon avec plus de 10 000 torii et avec les lumières nocturnes, la randonnée nous mène directement vers le royaume des yokai. Commandé de la langue, on n'était pas très chaud, on a testé, c'est le meilleur truc qu'on a mangé. On n'a jamais mangé de la viande aussi bonne. J'ai jamais mangé de la viande aussi bonne. Bon, du coup ce soir on a mangé un yakiniku mais avec des morceaux de wagyu, c'était incroyablement bon, mais vraiment très différent de la viande de bœuf qu'on a l'habitude de manger. C'était tendrissime, j'ai jamais mangé une viande aussi bonne. Il y avait des morceaux de langue, au début je m'étais dit bah moi j'ai déjà mangé de la langue de bœuf, c'est pas bon, enfin j'aime pas ça. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. Là on va rentrer tôt puisque demain on doit rendre le logement à 10h du matin et on va prendre le Shinkansen pour Tokyo et ça va prendre 3 heures. Je vous montre ça. On va prendre le Shinkansen, on a pris des places non réservées, et les places non réservées c'est seulement dans les voitures 1, 2 et 3. Donc on se dépêche d'y aller. On vient d'arriver à Tokyo, on est arrivé très vite, on a mis moins de 3 heures. On doit prendre la Tozai Line. Ça fait plusieurs fois que je me rends compte que les Japonais ils mettent des choses accessibles très bas. Il faut souvent se pencher, genre pour ouvrir les volets par exemple en bois là. Ou là par exemple pour sortir, le loquet il est là. Aujourd'hui on va juste se promener un petit peu dans Shinjuku. Je vais faire des plans pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous montrer ça. Mais on va rien faire de spécial, à part gambader. Ma première journée à Tokyo et encore l'impression de débarquer sur une nouvelle planète. Tout semble trop grand, trop lumineux, trop brillant, trop dense. Une démesure à laquelle je n'étais clairement pas préparé. Paris que je considérais comme immense me paraît soudain minuscule. Tokyo c'est 20 fois plus vaste et chaque recoin déborde de vie et d'énergie. Alors honnêtement, j'ai eu besoin d'un moment pour m'y adapter et commencer à apprécier cette effervescence. Notre logement a fait qu'en plus, on a commencé par visiter Shinjuku, qui n'a pas aidé puisque c'est probablement l'un des quartiers les plus animés. Surtout la nuit où il ne vaut mieux pas être épileptique. Mais petit à petit, j'ai découvert que Tokyo n'est pas juste une ville gigantesque, mais une mosaïque de quartiers, chacun avec son propre rythme et sa personnalité.
curry. Et donc on choisit à la borne. Il y a différents niveaux d'épices. Et donc on s'est dit, bon bah, qu'est-ce qu'on va prendre? Et en fait, ça va jusqu'au niveau 20. Niveau 20. Je vais partir sur un 3 pour commencer parce que on peut aussi choisir des huîtres frites. On va tester. Quand tu commandes une bière, il faut que tu confirmes que tu as plus de 20 ans et que tu vas pas conduire. Pas mal. C'est tout crémeux. Oui. Moi j'ai fait piment 3, c'est très bon. C'est très bon mais 3 sur 20. Hein. Je vais tester une croquette d'huître. La phrase est bizarre. C'est pas exceptionnel, c'est plus la friture qu'on sent. L'huître apporte pas grand chose. Et là c'est compliqué. Du coup, on est arrivé au logement à Tokyo. En arrivant vers le début d'après-midi, on s'est dit on va se promener dans Shinjuku. On va pas aller trop loin parce que Tokyo c'est très grand. Donc on marche pendant 3/4 d'heure et on arrive dans un quartier un peu sympa. Le soleil se couche et les lumières commencent à s'allumer, donc tous les écrans et tout. Donc la ville commence à devenir très lumineuse, très interactive et la ville change du tout au tout. Et d'un coup, on voit plein de nanas avec des pancartes attendre. Et sur les pancartes, il y a des prix. Et je comprends pas. Au début, on a l'impression que c'est une espèce de fangirls qui attendent pour un concert. Donc on se dit, il y a une star qui va arriver ou un truc comme ça. Petit à petit, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous demandent si on veut des massages et si on veut voir des filles. Et après une ou deux recherches, en fait, on s'est rendu compte qu'on était à Kabukicho, c'est-à-dire le quartier le plus malfamé entre guillemets de Tokyo. Donc voilà, on s'est promené au hasard le premier jour à Tokyo. Ah, petite précision, les filles avec les pancartes, et à vérifier parce que je n'en suis pas sûr, ce serait plutôt des hôtesses de mes cafés ou alors des escortes. Kabukicho, c'est un quartier chaud la nuit, mais je tiens à préciser également que je ne me suis jamais senti en danger. À partir du moment où on refuse de discuter avec les rabatteurs ou toute autre proposition bizarre qu'on peut avoir, ça reste un quartier très sympa à visiter. Mais attendez-vous quand même à être abordé pour tout type de proposition. C'était une première expérience de Tokyo. Voilà. Un petit batting center et là on va à Shibuya en prenant la Yamanote Line qui est la ligne circulaire qui fait tout le tour de Tokyo. Shibuya, c'est un peu le cliché de Tokyo qu'on a tous en tête. L'agitation, les écrans géants et surtout le fameux Shibuya Crossing où plus de 2,4 millions de personnes traversent chaque jour quand même. Une chorégraphie hypnotique qui capture l'essence même de la ville, rapide, dense, électrique. Bon
Bon bah hier c'était le sumo et aujourd'hui c'est le baseball. Santé au baseball. Tu vois? 次の電車をご利用ください。まもなく次は品川川です。Point line train stop 18. Aujourd'hui on est à Harajuku, on va découvrir un petit peu le quartier. C'est les quartiers qui étaient proches de notre logement. On a fait Shinjuku, le lendemain on a fait Shibuya, là on est à Harajuku. Les trois sont globalement au même endroit, à quelques stations de métro près. On va voir à quoi ça ressemble ici. Je vous montre. Le parc Yoyogi. On va aller regarder un peu à quoi ça ressemble les parcs en plein milieu de Tokyo. Même dans les parcs, les Japonais sont bien rangés. À quelques pas seulement de l'effervescence d'Harajuku, il y a le parc Yoyogi qui est une véritable bulle de calme. Dès qu'on franchit le torii de l'entrée, on rentre dans un autre univers. La végétation remplace le bruit des voitures par celui des oiseaux et nous offre un peu de répit à l'écrasante chaleur de Tokyo. Les fameux dango, j'ai envie de goûter depuis longtemps. C'est juste un gâteau de riz, mais c'est cuit sur du charbon. C'est de la sauce soja sucrée. J'aime bien. Todai, une des plus prestigieuses universités du Japon. Et quand on était gosse, il y avait plein de séries où les Japonais allaient avec pour but d'étudier là. Genre c'est hyper réputé, un peu comme Harvard. Quand on était gosse, on rêvait d'y mettre les pieds. On va voir si on peut rentrer, je suis pas sûr.
Parfois, il y a des signes annonciateurs. Ce Gwenadu, le drapeau breton, en était clairement un et il voulait dire une seule chose. Vous ne viendrez pas que pour une bière. Bon, il y a une première fois à tout. C'est la première fois que je me retrouve complètement pété dans les rues de Tokyo. Mais dans le bar où on était, on a rencontré beaucoup de personnes et les Japonais nous ont proposé d'aller faire un karaoké un peu plus tard. Comme on est plusieurs à s'être greffés à la soirée, ils sont obligés de booker une salle qui est un petit peu plus grande. Ils sont censés nous rappeler d'ici une demi-heure. On se laisse guider. Franchement, la soirée prend une tournure déjà inattendue du fait qu'on était censé aller juste boire une bière et que finalement on s'est retrouvé des heures et des heures à kiffer dans un bar. Pourquoi pas continuer. Donc voilà, c'est assez rigolo, honnêtement. J'aime bien ce qui se passe. Hey, des personnes que j'ai rencontrées au bar. Hey, hey. You're from Instagram? No? Yes, yes. I'm sharing it with you. I mean, no. We are so happy to meet Oh, you. yoroshiku onegaishimasu. Ah. Ok, donc on a trouvé une place au karaoké. Et je comprends rien. Ça n'a aucun sens. Il est 4h du matin, on est rentré en taxi. On s'est rendu compte sur le chemin du taxi que tous les Lawson, 7-Eleven, Family Mart et compagnie, donc toutes les supérettes japonaises, sont encore ouvertes, hyper pratique. Et oui, j'enfonce probablement une porte ouverte pour beaucoup de monde, mais je pensais qu'un 7-Eleven c'était ouvert de 7h à 23h, d'où son nom. Et par association, je m'étais dit que c'était la même chose pour toutes les supérettes au Japon. En fait, c'est à peu près le cas dans les zones rurales, mais dans les grandes villes, c'est ouvert 24h sur 24, donc vraiment très pratique. Donc on va aller prendre 2-3 trucs à boire et à manger pour cette nuit demain matin. Et en fait, c'est trop cool au Japon, on a ça ouvert tout le temps, et c'est très pratique. 現在自民党では総裁選挙が行われております。私、衆議院議員山田美希は Petite journée aujourd'hui, le temps de se remettre de la veille, je suis allé me promener tout seul et j'avais envie de retourner à Shibuya pour visiter un petit peu mieux le quartier parce qu'on y était passé rapidement la dernière fois. Bah alors, vous remarquez rien ? Je suis allé chez le coiffeur au Japon, faut que je vous raconte. Je suis rentré chez le premier coiffeur que j'ai vu, un salon pas du tout moderne qui sentait le début des années 90, un peu sombre, meubles vieillots et matériel à l'ancienne. Le coiffeur m'accueille, j'arrive à lui demander en japonais de simplement raccourcir un petit peu mes cheveux. Il m'installe dans un fauteuil qui ressemble beaucoup au gros fauteuil de barbershop, vous savez, ceux qui pivotent et s'inclinent. C'est peut-être d'ailleurs le seul truc un peu moderne dans le salon. Donc il me met une serviette autour du cou, puis un peignoir de coiffeur. Mais pas ceux avec des manches comme on a en France. Celui-là, une fois qu'il est noué autour du cou, ça fait un peu comme un poncho et on a les bras coincés. Pour commencer, il me vide une demi-bouteille de pulvérisateur sur la tête. Et il commence à me faire un shampoing en me massant le cuir chevelu. Mais pas le massage relaxant comme on aime. Là, il avait décidé de me faire monter le shampoing en neige pendant 5 minutes. Vient le moment du rinçage. Devant moi, sous le miroir, le coiffeur ouvre un vieux compartiment jauni par le temps et surprise, c'est le lavabo à un bon mètre de moi. Je me dis heureusement que malgré le matériel vétus du salon, il a au moins des bons fauteuils qui pivotent et s'inclinent. Le coiffeur me regarde et m'indique de m'installer. Donc bah moi j'attends, mais lui aussi. Et je me retrouve donc à me plier en deux vers l'avant, les bras toujours coincés par le peignoir et la tête dans le bac.
Il me fait couler de l'eau sur mes cheveux, qui me dégouline le long du visage et qui s'agglutinent sur mes yeux, mon nez et ma bouche. Et comme j'ai toujours les bras coincés avec le peignoir, j'attends. Donc toujours la tête dans le bac et la tronche complètement mouillée. Il me sèche en me glissant une serviette sur le visage, mais il voit pas ce qu'il fait. Et donc je sens ses doigts tâtonner pour m'essuyer un petit peu tout le visage. Donc ensuite il me coupe les cheveux, très classique, tondeuse, ciseaux, coupe-chou. Puis il commence à me faire un massage de la tête et des épaules. Ensuite il me re-rince dans le bac, donc même sketch que la première fois. Et là je me dis que c'est terminé. Et là il sort un pistolet massant et me remasse encore les épaules et le haut du dos. Ensuite j'ai le droit à une serviette chaude sur le visage. Et c'est enfin la fin de cette expérience capillaire insolite. Alors du coup je suis au lavomatique parce que les machines à laver dans les logements sont vraiment très petites et moi j'ai beaucoup de choses à laver, donc je me suis dit je vais au lavomatique, ça va être plus simple. Donc au lavomatique il y a déjà un distributeur de boissons, mais surtout comme c'est des machines à 200 yens et on peut mettre que des pièces de 100 yens et que je n'ai pas de monnaie, la plupart des distributeurs comme ça n'acceptent pas les billets, c'est généralement que des pièces, mais hop, ils sont malins, ils ont prévu de mettre des billets, donc comme ça je vais pouvoir avoir des pièces. Je suis obligé de consommer pour pouvoir consommer. Voilà, parfait. Tout est bien pensé. Bon, rectification, ils sont pas malins, ils sont juste super prévenants et serviables parce que ça, c'était un distributeur de pièces en fait. Mais j'aurais pris une boisson de toute façon. Ah, et puisqu'on est dans le lavomatique, ça m'a coûté 500 yens entre le lavage et le séchage, soit 3 €, donc c'est vraiment pas cher. Ou 200 yens. Bon, moi c'est parti pour une demi-heure. Good fortune. Aujourd'hui, on a passé la journée à Asakusa, quartier notamment connu pour son temple Sensoji. J'ai surtout aimé la pagode à 5 étages. La longue allée commerçante centrale qui mène au temple est l'une des plus anciennes du Japon. Hyper touristique, ça reste sympa de s'y promener et on y trouve de tout. C'est d'ailleurs à Asakusa que j'ai trouvé ma boutique de vêtements préférée et le temps de flâner, la nuit est rapidement tombée. Ah oui, pendant qu'on se promenait dans Asakusa, un mec nous a demandé si on voulait voir un match de sumo. Donc voilà notre soirée.
Avec la queue qui se remousse là. Aujourd'hui, on retourne au Bathing Center. On s'est entraîné toute la semaine en regardant des vidéos dans des bars. Donc ça veut dire qu'on est meilleur. Donc on va retester nos talents. Hier, au Lavomatic, pendant que mon linge séchait, j'ai discuté avec un Indien qui s'est expatrié au Japon. Il m'a dit qu'une de ses promenades préférées à Tokyo, c'était d'aller à Odaiba en ferry. Et je lui fais confiance, et j'ai passé une journée magique grâce à lui. Ça a été une de mes journées préférées à Tokyo. On est arrivé à Odaiba. C'est très différent du reste de Tokyo. Là on est vraiment au bord de l'eau. Mais c'est trop beau ici. Incroyable. Alors on vient de rentrer à la station d'arrêt de notre logement, c'est-à-dire Takada Nobaba à Tokyo. Et à chaque fois qu'on sortait de cet arrêt, on arrivait dans une rue peu éclairée, un peu le quartier mort de Tokyo, quoi. Il n'y avait jamais rien à faire. Et cette fois-ci, on revient d'Odaiba. On est sorti à un autre coin de la même gare que d'habitude. En fait, il y a plein de trucs à faire ici. Et on s'en rend compte là ce soir alors qu'on repart demain. L'autre truc spécifique au Japon, c'est que comme c'est tout petit, ils prennent beaucoup de place en hauteur. Et typiquement, vous voyez là, il y a plein de panneaux lumineux et ça montre les différents magasins qu'il y a uniquement dans ce bâtiment là. Du coup on se retrouve souvent à voir qu'il y a des choses qui nous intéressent mais à pas réussir à y aller. Notamment là on veut aller dans le pub irlandais et on trouve pas l'entrée. Donc ça fait que 2 minutes qu'on cherche mais on trouve pas l'entrée. On sait pas comment aller dans ce pub alors qu'on va y aller. Alors bonne nouvelle, on a trouvé l'entrée. Par contre c'était pas un pub irlandais mais un restaurant italien avec un drapeau délavé et à l'envers. C'est la fin de ce séjour à 2 au Japon. Demain, je continue ma route de mon côté pour encore un mois entier à travers le Japon. J'ai énormément de choses à vous raconter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, à partager à tous ceux qui souhaitent découvrir le Japon et à vous abonner pour ne pas louper la suite.